Si en effet, nous ne sommes certainement pas simplement notre corps et que nous ne nous confondons pas non plus avec ses usages, et ce, à l'encontre de tous les réductionnismes matérialistes. Nous ne faisons pas non plus seulement qu'avoir un corps, à l'encontre de tous les dualismes. Nous pensons ainsi que la définition de la personne dans son rapport au corps ne peut qu'être paradoxale. Nous sommes, mais pas seulement, et en même temps avons, mais pas pleinement, notre corps. Et ce, dans une proportion d'être et d'avoir indéfinissable, où ce qui importe d'abord est de ne pas négliger ou minorer l'un des deux termes. Et enfin, surtout, où chacun des deux rapports limite les prétentions à l'exclusivité de l'autre. Être seulement et intégralement le propriétaire de son corps dans une relation d'avoir impliquerait qu'il serait en effet possible d'en louer n'importe quel usage par compartiment différencié, dûment tarifé. Mais comme nous n'avons pas seulement un corps, et que le corps n'est pas seulement un support extérieur de la personne, on peut dès lors considérer que la personne est ce qu'elle est aussi et de façon incontestable comme corps singulier vis-à-vis d'autres corps également singuliers, avec dès lors une mise à disposition d'autrui de ses facultés et usages qui ne peut se réduire à une simple tarification relative. En effet, à la différence de ce qui se passe dans la vente de la force de travail, l'usage que nous faisons des organes de notre corps dans les pratiques relatives à la sexualité engage évidemment de façon bien plus substantielle le rapport que nous entretenons à nous-mêmes et aux autres. L'indifférenciation de la vente ne peut sans contresens être de mise, puisqu'il s'agit de facultés corporelles spécialement sensibles, auxquelles on ne laisse justement généralement l'accès qu'à ceux dont on perçoit que le désir fait écho au nôtre, par-delà la simple entre-consommation, autrement dit dans l'ouverture à un partenaire, dans ce qu'il a de singulier et précisément de non indifférent. Dès lors, croire que l'usage sexuel du corps peut être loué ou même offert d'ailleurs, en étant détaché tout à fait de la sexualité de la personne concernée, en étant détaché du corps lui-même et de notre rapport à notre propre corps, et finalement en étant tout à fait détaché de la personne elle-même, repose selon nous sur une forme d'illusion métaphysique qui est celle du dualisme et relève de la prouesse pour les personnes qui en sont capables. Pour se prostituer, il faut vraiment avoir une croyance sans borne dans la possibilité de transposer un éventuel dualisme ontologique, âme-corps, ce qui est cartésien, en dualisme existentiel, ce qui ne l'est plus. Le problème de la pratique prostitutionnelle n'est ainsi en un sens pas tant moral que catégoriel. C'est moins peut-être une faute qu'une erreur, ou d'une certaine façon un contresens sur le rapport entre personne et corps. Contresens avec lequel il est certainement possible de vivre sans honte aucune, mais qui présente tout compte fait, surtout d'abord l'inconvénient de la pauvreté égocentrée d'une sexualité qui a justement comme particularité d'être, dans ses formes les plus riches, l'occasion d'un dépassement du caractère essentiellement égologique du plaisir. Mais qui commet l'erreur, qui se trompe, qui se fourvoie le plus dans l'échange prostitutionnel ? On peut penser que c'est finalement d'abord et surtout la personne consommant le service proposé. La personne se prostituant risque essentiellement de se tromper sur la possibilité d'un compartimentage de cette activité par rapport au reste de son existence affective et personnelle. Mais la personne achetant ce type de service est d'abord celle par qui le phénomène existe, d'une part, et d'abord celle qui croit que l'usage sexuel du corps de l'autre est consommable sur un mode similaire à celui du plaisir que peut procurer l'ingurgitation, je sais pas moi, d'un rôti de porc, selon l'exemple savoureux de Kant. Pour le dire simplement et abréger le raisonnement, le problème avec la prostitution n'est en un sens pas tant une question de bien et de mal, que de bon et de mauvais, de richesse ou pauvreté de la vie psychosexuelle, de rencontre de l'autre ou de solitude aggravée. Je me permets un très bref mot conclusif pour ce qui concerne les aspects juridico-politiques. Faut-il alors vraiment interdire la prostitution ? Ce que nous venons de dire sur le terrain moral n'engage en rien la question juridico-politique de la loi dans ce domaine. En effet, dans le champ politique, le postulat de départ, ce que nous avons demandé qu'on nous accorde, tombe tout à fait. Et c'est à la prostitution de fait à laquelle on a affaire, et non pas à l'idéal type nécessaire au questionnement éthique. Ce n'est donc pas parce qu'il n'y a pas de déterminant moral fort à l'encontre du phénomène lui-même qu'il ne doit pas y avoir pénalisation, par exemple du client, sachant en particulier qu'en l'état actuel des choses, celui-ci ne sait jamais vraiment quelle est la condition réelle de la personne
à laquelle il achète ce service, ou en tous les cas à laquelle il croit acheter ce service.